Sarkozy. Attention, il y a un piège dans ma première question. Quel est votre fruit préféré? Un piège dans une question d'un journaliste, c'est tout à fait surprenant. Mon fruit préféré, je devine la réponse que vous attendez de moi. Faites pas l'erreur. Hein. Je vais choisir d'être honnête. J'ai goûté une mangue en Colombie. Après 1h30 de balade à cheval, je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. Ouais. Et depuis, je suis forcé, contraint, obligé de dire la mangue. C'était une expérience biblique. Ouais. J'aime bien le citron aussi. Oui, voilà, je me suis dit, mais il n'est pas vraiment en campagne. Bonsoir, Louis. Enchanté. Bonsoir. Merci. Thibaut, je suis content de passer la soirée avec vous. De même. Pourquoi les hommes politiques disent jamais qu'ils se présentent quelque part? Alors tout le monde sait qu'ils vont se présenter quelque part. La réponse est très simple, parce que il y a ce qu'on appelle dans l'univers médiatique une grande nouvelle. Et qu'on veut construire en attendant cette grande nouvelle. Et qu'on ne veut pas gaspiller la chose, faire fuiter la pression, on veut garder le droit de parole, le droit d'annoncer la chose, contrôler la hiérarchie de nouvelles soi-même. C'est pour ça qu'on ne le dit pas, même si ça peut paraître une évidence. Et puis aussi, je parle pour ici les politiciens qui ne sont bien sûr pas moi, on veut toujours garder ces options ouvertes. C'est-à-dire tant qu'il n'y a pas une déclaration que officielle, je n'irai pas. C'est le principe des ballons d'essai, si vous voulez. On fait fuiter une nouvelle, on voit comment la nouvelle est accueillie, et puis on fait sortir un sondage ou pas, on en fait un en interne, on attend le dernier moment, et puis on se décide. Ça, en tout cas, c'est pour les peureux. Bon, nous sommes à Lemon Story. Vous avez compris le gros clin d'œil à Menton, la capitale du citron. Clin d'œil avec les deux yeux fermés. Oui, c'est ça. Bonsoir Marion. Bonsoir. Enchanté, Thibaut, merci de nous accueillir. Bon, qu'est-ce qu'on peut acheter, goûter ici? Ici, dans ma boutique, vous pouvez goûter mes agrumes que je produis dans le Var. Ailleurs. Faites bien votre pub. Vous avez raison. C'est une plantation familiale qu'on a depuis plus de 10 ans. Des agrumes rares. Donc les agrumes rares, ça va être citron caviar, mangue bouddha, calamansi, le yuzu, le citron meilleur. Et donc à partir de ces agrumes-là, moi j'ai décidé de créer un atelier de fabrication. Et donc je fais des marmelades, des limoncello. En revanche, pas avec du citron de Menton. Non, pas de citron de Mais Menton. vous m'avez dit quand même, vous avez un limoncello qui porte le nom, c'est ça? Non, j'ai avec le citron de Menton. Ah, c'est vrai? C'est le Zagara Bianca. On peut le goûter? Vous pouvez le goûter. Parce que pour être qualifié citron de Menton, le citron doit être à une certaine altitude, une certaine distance de la mer, dans une certaine zone géographique, enfin c'est très contrôlé. Alors nous on trinque, oui, santé. À Menton? Ouais, à Menton, oui. Bon, donc en fait ce que vous me dites c'est que vous êtes en campagne sans être en campagne. Je vous ai dit rien du tout, je réponds à votre question platonique, philosophique sur le comportement des politiques. Merci. Qui n'inclut pas moi d'ailleurs. Santé madame. Tiens, l'alcool d'ailleurs. C'est une drogue pour vous? Alors, c'est une drogue en général. Le terme drogue d'ailleurs est étrange. Quasiment aucun des addictologues au monde utilise ce terme-là. C'est un terme parapluie qui regroupe plein de substances. L'alcool a des facultés addictives d'ailleurs. Et puis c'est très étrange que cette substance d'ailleurs soit parfaitement légale et socialement complètement acceptable, alors que d'autres, qui sont peut-être beaucoup moins nocives pour la santé, ne le sont pas. Et sont le sujet d'un tabou qui est assez étrange. Je comprends l'histoire de la culture, etc., mais c'est une question à se poser en tout cas. Oui, parce que vous dites que vous êtes pour la légalisation des drogues. Je suis en tout cas pour la décriminalisation de plusieurs substances, sur le modèle portugais. En fait, le plus je vieillis et le plus ça devient difficile pour moi d'argumenter pourquoi certaines substances ne devraient pas l'être, parce que la logique est la même pour toutes en fait. Et quand je dis ça, ça choque les gens. Très bien, être choqué, c'est souvent le début d'une grande révélation, d'ailleurs qu'on soit d'accord ou pas. Mais le vrai argument, en fait, c'est l'échec de la criminalisation. C'est le fait que je prends toujours l'exemple des États-Unis, mais regardez la DEA, qui est l'institut américain qui est responsable pour la lutte contre le trafic et la consommation de drogue depuis des décennies. La DEA a des dizaines de milliers d'employés. Des équipes militaires, des équipes de SWAT, des équipes d'intervention, tout l'équipement au monde, un budget qui, nous, Français, est pour nous absolument pharaonique. Enfin, ils ont mis tous les moyens possibles, d'accord, sur la destruction domestique et à l'étranger des cartels, d'accord. Et ils ont complètement échoué, d'accord, sur tous les métriques. Qu'est-ce que nous, en France, on pense faire, d'accord, en termes de politique répressive, que la DEA n'a pas fait? Est-ce que il ne serait pas temps de réfléchir à un autre modèle? Est-ce que c'est pas une forme d'abandon? On n'a pas réussi, bon bah du coup, allez, on accepte. Bah déjà, abandon, si vous voulez.
le message... Quand une réponse politique ne marche pas, il faut trouver une autre solution. Ouais. Il ne faut pas persister dans l'erreur parce qu'on a peur de dire qu'on a abandonné quelque chose. Au contraire, c'est la phrase de Feynman. Quand les faits changent, je change d'avis. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Moi, je change d'avis. Vous pensez qu'on peut être amené à changer d'avis sur ce sujet? Ou c'est trop ancré? Ah bah, ce fut mon cas. Oui, vous. Mais il y a une société derrière à convaincre. Écoutez, je rentre d'Argentine. Qu'on puisse là ce soir boire un verre de limoncello et fumer un pétard au même moment. Ça paraît impossible. Non, là, non, comme non. ça. Moi, je bois volontiers. J'ai fumé comme dans ma jeunesse, mais pour des raisons morales et pas légales. Je ne le fais absolument plus parce que c'est ça la beauté de mon argument. C'est que rendre quelque chose un crime n'est pas du tout la même chose que de le rendre un vice et vice-versa. Une décriminalisation n'est pas du tout excuser la consommation. Comme d'ailleurs l'alcoolique ou le mec qui est addict à la marijuana est tout aussi insupportable, il fait rien de ses journées, il dort dans son canapé, et je le trouve tout aussi écœurant que le plus conservateur du député du Rassemblement National. C'est la même chose. La différence entre lui et moi, c'est que je ne pense pas que le vice relève de l'État. Je pense qu'on ne peut pas pénaliser un vice. On peut le pénaliser moralement, on peut faire des associations contre la consommation, on peut écrire des lettres, on peut écrire des articles et des livres, pourquoi c'est mauvais, on peut publier des études médicinales, ce que vous voulez. Mais je ne pense pas que ça relève du domaine de l'État de pénaliser un vice. Ça, je ne pense pas. Et que si vous fumez un joint chez vous et que vous n'êtes pas derrière le volant d'une voiture et que vous vous emmerdez personne, ça ne relève pas de l'État de vous l'interdire, parce que l'État ne peut pas vous protéger de vous-même. Ça n'a aucun sens. En tout cas, c'est le libéral en moi qui l'argumente. C'est vrai qu'il est doux. Je pourrais vous en faire noter d'autres, mais je pense que c'est pas... Ouais, ça va. Non, après, on a... La soirée va être bonne. Ouais, après, le problème, c'est qu'après, il risque de dire des bêtises. C'est ça le souci. Moi, ça m'arrange, mais je veux pas avoir de problème. Déjà, j'ai dit infiniment plus de bêtises sobres que sous l'influence, de 1. Et de 2, je vous rappelle qu'on a une séance de jiu-jitsu brésilien. Oui, c'est vrai. Qui a tendance à faire vomir les nouveaux. Donc, avec quelques limoncello. On fait pas une séance en entier. On est à la télé, on va simuler. C'est vrai. Voilà. Ouais, si vous pensez ça. Merci beaucoup pour votre accueil. Bon, alors, Menton, qu'est-ce qu'il faut changer dans cette ville? Parce que quand on s'engage, on a envie de faire de la politique, mais j'aime bien parce que vous faites mon annonce de candidature pour moi. Non, mais bon, après, on peut... Je dois quand même vous rappeler, si ce n'est pour la santé mentale de mes équipes et de mon entourage, que je ne suis pas candidat encore. Mais maintenant, si vous me demandez comme résident à Menton, oui, ben voilà, s'il y a des choses à changer, je vous dirais oui. Parce que vous trouvez la solution pour me donner une réponse sans... ouais, bah écoutez, bien vu. Comme tout citoyen qui veut s'impliquer dans sa vie communale, bien sûr qu'il y a des réponses. Allez-y, je vous laisse. Non, je suis de ce côté. Bah, vous êtes adorable. Bon alors Menton, qu'est-ce qu'on change? Et qu'est-ce que vous voulez changer? Oh écoutez, moi je ne parle qu'en citoyen, en résident de cette ville, en mentonné d'adoption, tel que je le suis, tel que beaucoup de mentonnais le sont. Je pense qu'il y a une vraie volonté de renouveau dans cette ville, à cause notamment de plusieurs gestions municipales douteuses sur les dernières années et d'un climat très affairiste dans la ville. Ayant dit cela, le sentiment principal dans la tête de la plupart des Mentonnais que j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer, c'est une volonté de neuf et de renouveau. Sans même plonger dans les détails des dossiers, je pense que c'est le sentiment qui unit aujourd'hui la majorité de l'électorat mentonnais. Il y a une question quand même. C'est une question, vous allez voir, vous allez pouvoir vous venger tout à l'heure au jiu-jitsu. Oui, bien sûr. C'est un peu un parachutage. Mais je ne suis pas candidat à aucune élection aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. D'un seul coup, j'ai oublié. Pour être parachuté, il faut être candidat. Oui, c'est vrai. Bah alors, si vous veniez à être candidat, ce qui est peu probable à l'heure où on se parle, mais ce serait un parachutage. Bah écoutez, c'est très intéressant parce que Menton a un historique et il se trouve que le grand maire historique de la commune, Jean-Claude Guibal, lui non plus n'était pas mentonnais. Il se trouve aussi que le maire avant lui, le général Aubert, n'était pas non plus mentonnais. Et il se trouve, figurez-vous, que le maire avant le général Aubert, Francis Palmero, n'était pas non plus mentonnais. Et que comme beaucoup de communes, particulièrement des stations balnéaires, particulièrement des villes qui dépendent du tourisme, Menton a souvent besoin, et a eu souvent besoin dans son histoire, de ce regard extérieur et externe. D'une personnalité qui réussissait à rassembler des clans mentonnais, des familles mentonnaises. Et donc une candidature externe, en tout cas je parle d'un point de vue purement historique, a souvent apporté la légitimité nécessaire pour un mandat municipal ou plusieurs mandats municipaux réussis. Il est rodé le plan.
il est. Vu qu'on est en pour toute quelqu'un qui n'est intimité, pas, mais quelqu'un qui n'est pas candidat, franchement, vous avez bossé le sujet. Si je fais de la politique un jour, ça sera uniquement en me confrontant aux électeurs. Ouais. Pourquoi il y a d'autres manières d'en faire? Bien sûr, on peut se faire nommer sous-secrétaire au chou-fleur quelque part, ou assistant au pastèque. On peut se cacher sur une liste, de façon à se dédouaner d'une éventuelle défaite. On peut éviter le suffrage à tout prix, par peur de la confrontation. On peut prendre le chemin où il y a le moins d'adversité possible. Et il est vrai que moult carrières ont commencé comme ceci. Ce n'est pas ma vision de l'engagement politique. Il y a une chose qui compte dans n'importe quel engagement, c'est l'accord du peuple français. Et c'est la confiance que le peuple français vous donne ou non. Et tout engagement politique qui ne passe pas en tant que première case par le référendum, par le suffrage universel, pour moi est quand même quelque chose qui est problématique. Les Américains ont cette expression que j'aime beaucoup, mettre de la peau dans le jeu. Skin in the game. Vous voyez ce que je veux dire? Si je gagne, je gagne. Si je perds, je saigne. Tout est plus beau quand c'est comme ça. Tout est plus vif. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais tenter quelque chose, jeter les dés, jouer le jeu, y aller à fond, constituer une équipe, construire un programme, lancer une campagne, convaincre les gens. Le prix de la défaite à côté est tellement petit. Le potentiel prix est tellement petit face au caractère incroyable que peut être une aventure politique. Je suis content de vous recevoir parce que vous êtes devenu, on va dire, je crois, en 2025, un phénomène médiatique. C'est vrai, on vous a vu sur plein de médias, vous avez fait paraître un livre, on va en parler tout à l'heure. Sauf que souvent, on entre dans le paysage médiatique parce qu'on a fait un album, alors on est plutôt aimé, on a fait un bon livre, alors on est plutôt aimé. Vous entrez comme ça d'un coup dans la vie des Français, plus ou moins profondément, avec tout de suite de la colère, de la haine, des critiques. Comment vous l'avez vécu cette année 2025 là? Au tout début, les premières interventions, et ça c'est très drôle parce que je me souviens d'avoir eu cette conversation avec ma femme Nathalie, je fais 2 émissions et effectivement, il n'y a quasiment que des retours positifs. Et je dis, oulala, c'est suspect. Ça, ah mince, ça c'est le retour de bâton, c'est la roue de la fortune. Qu'aujourd'hui, quand je dis ça, on pense à l'émission de télé, bien sûr, qui en vérité, c'est ça, qui en vérité une idée extrêmement profonde. Le triomphe est un imposteur. C'est qu'une question de temps avant que vous vous effondrez. Le désastre est un imposteur, c'est qu'une question de temps avant que vous vous relevez. Et quand on se fait déchirer dans les médias, déjà non seulement ça n'a strictement aucune importance, mais je veux dire strictement. Parce que le commentaire, si vous voulez, n'influence en rien sur l'action. En tout cas, il ne devrait pas. Et deuxièmement, c'est toujours court terme. Parce que le flot médiatique, l'information, tout va tellement vite. Est-ce que vous regardez ce qu'on dit sur vous? Oui, plus que je ne devrais. Plus que, mais vous savez... Donc c'est-à-dire vous tapez votre nom, vraiment ça m'intéresse sur Twitter et vous voyez ce qu'on dit de vous, ou vous voyez les réactions sous les posts? Oui, les réactions sous les posts. C'est très marrant parce que Twitter, depuis que je me suis foutu à dos tous les identitaires de droite, Twitter est extrêmement hostile pour moi, de X, pardon. Facebook est assez représentatif, plus 50-50. Et Instagram est extrêmement positif, à 80-90%. C'est marrant. Donc déjà dans ces 3 visions-là, on contextualise. Vous me dites très clairement, je regarde, parce que si vous avez fait des stats, c'est que vous savez. Bon, c'est plus une impression, mais je vous dis, je regarde plus que je ne devrais. J'y pense parce qu'il y a un phénomène en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est votre sœur, Julia. Et alors elle a 13 ans, il y a beaucoup de critiques. Comment vous le vivez en tant que grand frère? Écoutez, je ne connais en rien son existence sur les réseaux sociaux. C'est déjà assez compliqué de naviguer la mienne. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une petite d'une immense intelligence. Ça fait peur. Le niveau d'intelligence et de maturité qu'elle peut parfois incarner strictement chez nous, je veux dire, et que quoi qu'elle fasse dans la vie, ça ne pourra que bien se passer. Et puis, est-ce que vous dites, t'as envie de la protéger des fois? Attention. Bien évidemment. Malheureusement, nous avons eu une enfance
Elle a eu une enfance et moi mon adolescence et mon jeune âge adulte relativement séparés l'un de l'autre à cause de la géographie. Donc je n'ai pas pu remplir mon rôle de grand frère tel que peut-être j'aurais dû ou j'aurais aimé le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ah, hélas, que d'opportunités manquées. Ça se rattrape. Oui, bien évidemment. Maintenant que je suis en France. On sort? Je vous suis? Ouais, donc là c'est moi qui vous suis. Je connais les lieux. Je connais les lieux. Ça me dit quelque chose. Ouais, alors allons-y. J'ai eu l'immense honneur et privilège de vivre dans ces deux augustes lieux. Le ministère de l'Intérieur et la place Beauvau ici. Oui. Alors là, vous aviez quel âge? Moins de 10 ans. Nous avions fait deux Votre arrêts. père était ministre. 2 fois. Il me semble que c'est 2002-2004 et ensuite 2005-2007. Ouais. Et ensuite, suite à l'élection présidentielle de 2007, nous avons déménagé. Je me souviens très bien que le déménagement, ça m'amusait beaucoup quand j'avais 10 ans, impliquait littéralement de traverser la rue. Je me souviens parfaitement de la scène. En 2007, nous avons traversé la rue et nous sommes arrivés au palais de l'Élysée. Et ça se fait quoi au milieu de la nuit? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des caméras partout. Non, c'était un matin, on était seuls. En fait, Vous montez dans une voiture ou ça se fait à pied? non, c'était dans une voiture. Ouais. Et on a traversé, on est rentré par la porte des jardins qui longe en fait cette avenue, D'accord. qui était l'entrée que j'utilisais quand je rentrais des cours. J'ai très peu vécu à l'Élysée, en réalité j'ai beaucoup vécu à Beauvau. Ouais. Mes premiers souvenirs sont à Beauvau. Et en fait tout l'appartement est construit autour de ce couloir. Et j'avais le souvenir d'un couloir, les Champs-Élysées, vous savez, parce que j'étais tout petit. Je re-rentre dans ce couloir cette année et je me sentais étouffé par l'endroit. Oui, il était plus aussi tout était grand tellement que... petit. En revanche, à l'Élysée, vos parents se séparent. Oui. Et là, vous partez aux États-Unis, donc vous n'y avez pas vraiment habité. Non, Ouais. Non, Alors là- pourtant, je lis partout que vous avez des souvenirs dingues avec les agents de sécu. Vous veniez quoi pendant les vacances? Comment ça se passe? il me semble qu'au début de la séparation de mes parents, il y avait une période de cohabitation où je partageais à peu D'accord. près également les séjours, qui s'est vite transformé ensuite en les vacances chez papa et la vie chez maman aux États-Unis. J'étais d'abord scolarisé au lycée français de New York et une fois que j'étais ici en vacances, il est vrai, je passais des semaines et des semaines ici et j'ai des souvenirs, mais enfin, j'ai un film dans ma tête, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. D'une clarté parfaite. L'odeur, les endroits, l'activité de l'après-midi, les chiens dans la pelouse, les dîners autour de la table de la cuisine avec les maîtres d'hôtel et les chefs, enfin, je me souviens de tout parfaitement. Je ne sais pas si je vais perdre ça, si ça va durer. C'est pas comme ça pour tous les moments de ma vie. Et un des grands regrets que j'ai, c'est que j'ai vécu ces expériences inestimables, exceptionnelles, et que j'étais trop jeune pour m'en rendre compte. Mais comme si mon cerveau avait fait le taf, s'était rendu compte, malgré le fait que j'étais un jeune idiot, que Il y avait ici des se passait choses à quelque chose saisir, d'exceptionnel. Ouais. Vous n'êtes jamais retourné à l'Élysée? Non. Non, je suis jamais Vous rentré. n'avez pas le non. numéro d'Emmanuel Macron? Ah non. Et si je vous l'avais, je vous le l'avez- donnerais pas. Non, mais ça je Ah non, je non, le je l'ai pas, je vous assure. Non. Ouais. Non. Vous aimeriez? Retourner? Ouais. Ah bon, oui, bien sûr. Pour quoi faire? Parce que Pour être le maître des lieux? quand j'étais... Oh, ouais, vraiment, ouais. Vous bossez vos questions, Figaro. Non, parce que quand j'étais jeune, je jouais dans la pièce où Napoléon Bonaparte a signé sa deuxième abdication. Qui Mais vous le saviez s'appelle... pas. Si? Il y avait une lettre de Bonaparte sur le bureau. D'accord. Le salon d'argent. Et moi, c'est là où je jouais avec mes Legos. Il était à côté d'une salle à manger abandonnée, et c'est là où il m'avait mis les maîtres d'hôtel pour que j'emmerde personne. Et je ne portais pas la moindre importance au poids démesuré que représentait cette pièce. Est-ce que vous avez un souvenir de votre père? C'est une question que je me suis posée. Votre père, il rencontre Poutine et il doit s'occuper de vous faire faire les devoirs ou de vous faire faire le vaccin, ou que sais-je. Est-ce que c'est possible pour un papa d'avoir ces deux rôles? Ça paraît impossible. Bah déjà oui, puisqu'il l'a fait, Il l'a fait. oui. Mais pas forcément tel que, sans rentrer dans l'ultime personnel qui reste et doit rester le monde de l'intime, mais la relation que j'ai et que mes frères et que ma sœur ont construit avec mon père n'est pas forcément celle que beaucoup de familles ont. C'est pas quelque chose d'émotionnellement, on est constamment à demander une validation ou un câlin, c'est pas du tout comme ça.
elle est extrêmement profonde, même si la géographie nous a séparés. Et je dirais qu'elle a été la plus profonde quand j'avais un problème ou besoin d'un conseil et que j'allais vers lui. Et il est un peu comme, vous savez, comme tout mâle alpha, conquérant, dominant. Il veut aider les gens, les vrais. Il adore ça. C'est-à-dire qu'il veut montrer qu'il est capable d'aider. Oui, il y a sûrement de ça, mais il est aussi profondément motivé par le rôle paternel, le rôle de père, par l'obligation de protéger, de fournir, d'aider sa famille et d'aider les siens. Au XIVe siècle, il aurait été un seigneur de grande maison parfaitement crédible. Et d'ailleurs, guerrier, conquérant, enfin je le vois parfaitement dans ce rôle. Et donc quand j'avais besoin d'aide sur quelque chose, c'est là où vraiment les portes s'ouvraient, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que j'ai d'abord découvert, quand j'étais adolescent, quoi qu'on pense de lui, et Dieu sait que je ne suis pas la personne la plus objective sur ce sujet, mais que l'homme est quand même une espèce de mine de savoir, de sagesse, de culture, d'action et de décision. Enfin, il a un pouvoir de synthèse, par exemple. Je me souviens, je ne peux pas vous dire combien de fois j'arrivais avec ce qui était pour moi le problème le plus complexe. J'y ai pensé des heures, j'y comprenais rien, je m'en mêlais les pieds, enfin et j'expliquais le truc de façon très maladroite et je vidais ce que c'était. Et lui chopait le centre du sujet immédiatement et te sortait une phrase qui résumait le problème, débutait la solution et tu te dis mais comment est-ce que je n'ai pas pensé à ça? On avance? Je vous suis. Donc vous allez devenir papa. Oui. Félicitations. Ah merci. C'est pour bientôt. C'est pour très bientôt, ouais. C'est prévu quoi dans le mois, quoi? C'est prévu pour octobre. Octobre. C'est prévu pour octobre. Petite pression? Oui. Tant mieux. Mais une pression que j'envie profondément. Je rêve de cette pression depuis des années. Je ne veux... Là, vous avez 27 28. Ah, donc 28 ans et vous en rêvez depuis des années. Ah oui, moi Vous avez eu très vite l'instinct de vouloir être père. Ah oui. Pourquoi porter un enfant dans ce monde, vu les troubles, vu les guerres, vu l'Ukraine, vu le Proche-Orient? Enfin, si vous pensez ça en 2025, qu'aurait dû dire la totalité de nos ancêtres sur tous les continents du monde, à toutes les époques? Enfin, nous vivons, malgré les troubles qui sont les nôtres et qui sont réels, et les problèmes et la vraie souffrance, dans l'époque avec le moins de violence, d'injustice, de guerre, avec le développement économique le plus avancé, avec la science médicale, avec la possibilité de donner de l'éducation aux enfants, avec des systèmes sociaux qui nous permettent... Dire aujourd'hui c'est trop violent, c'est trop dangereux, c'est trop instable pour un enfant, mais il n'y aurait pas d'humain donc aujourd'hui, parce qu'au 5e siècle, Dieu sait ce que c'était. Oui, mais aujourd'hui on a une comme au conscience 17e. De ce que c'est. Parce que vous pensez que nos ancêtres n'avaient pas conscience que leur vie était souffrance. Oui, mais il y a quand même cette idée de se reproduire, de pérenniser qui était très présente chez nos ancêtres, peut-être moins aujourd'hui. Malheur. Quel malheur. Pourquoi? Enfin, je veux dire, être pro-nataliste n'est pas une opinion comme les autres. Être pro-nataliste est l'opinion qui permet la survie de toutes les autres opinions. Si on n'est pas pro-nataliste, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce que vous voulez? Être antinataliste. Celui qui vous dit je suis antinataliste, suscite-toi. Pourquoi? L'être humain est un cancer qui pollue la planète. Et t'en fais pas partie. Ah, c'est toujours les autres. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la voiture. Attends, et parce que maintenant on va nous expliquer, on doit être la seule espèce dans le monde animal qui ne veut pas se perpétuer. Mais pas du tout. Faites des enfants, chers auditeurs, 15, le plus possible. Le plus possible. Faites des enfants, faites-en plein, faites-en le plus possible. Vous avez déjà choisi le prénom ou pas? Oui, j'ai choisi le prénom. C'est un garçon ou une fille? C'est un garçon, ouais. Vous avez choisi un prénom français? Le prénom est Romain. Romain. Jules? César? Ce n'est pas Jules, non. Le prénom est Romain et tous les prénoms seront Romain. Il s'appelle Romain comme notre caméraman. Non. Alors, Romain d'origine. D'accord, ok. Non, le prénom est Romain, je voulais absolument et ma femme
est assez d'accord. Un prénom qui a une longue histoire romaine et qui a beaucoup à voir avec l'Antiquité. Voilà, il fallait que je le nomme après quelqu'un. Il fallait que je le nomme après un Romain. Je trouve que c'est très important de nommer les enfants après quelqu'un et de leur donner... Donc quelqu'un qui représente quelque chose. Bah, bien évidemment, on ne va pas le nommer après quelqu'un qui représente rien. Oui, mais alors j'essaie d'en savoir plus. Oui, mais c'est quelqu'un qui est très controversé, tant mieux, assez mal compris, et qui n'est pas une réponse facile. C'est pas l'ultime héros ou l'ultime vilain, d'ailleurs personne ne l'est. Mais j'aime introduire ce paradoxe déjà. Il y en a sur lesquels j'ai assez peu de doutes. Oui, bah, on peut se rapprocher le plus possible de l'ultime d'un côté ou de l'autre, Adolf Hitler étant l'exemple parfait, et Gandhi ou Mandela de l'autre côté. Et encore Mandela, deux, trois parenthèses. Chacun doit créer son panthéon. Marc Aurèle, c'est quelque chose... Non. Marc Aurèle, c'est quelque chose qui est si incroyable que c'est à peine croyable. On monte ? Allons-y. Vous avez des lectures d'époque. Enfin, déjà, tout le monde devrait lire Les Pensées pour moi-même. Ça devrait être le premier et le second et le n'importe quel âge. Et les relire. Si on le met à l'école au programme. Une fois par an. De la maternelle. Une fois par an. On apprend à écrire, à lire sur des pensées. Mais bien, comme beaucoup de nos ancêtres l'ont fait, il n'y a pas si longtemps, nos grands-parents, etc. Les Pensées pour moi-même, ce n'est jamais un livre qui a été fait pour être publié. Ce sont les carnets intimes de l'empereur romain du IIe siècle, Marc Aurèle, qui par ailleurs était aussi un immense philosophe stoïque. Et c'est l'idée de la citadelle intérieure. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce concept. Non, dites-moi. La citadelle intérieure, c'est l'ultime position de repli interne. C'est imaginer un endroit, et c'est très important d'ailleurs, ils le disent, il faut le meubler, la couleur de la pierre, en haut dans une montagne, vous l'imaginez, vous le faites à votre sauce. Et vous vous dites que quand vous battez en retraite dans cet endroit, rien au monde ne peut vous toucher. Je ne contrôle pas ce qui va m'arriver, la santé, la maladie, la blessure, le meurtre, ce que vous voulez, mais je peux contrôler ma réaction à ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose qui est un travail constant à développer. Et vous y arrivez, vous ? Quasiment jamais. Mais les quelques moments où elles fonctionnent valent les 1000 fois où elles n'ont jamais fonctionné. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut être capable de... dissocier. Oui, mais d'être presque auto-centré. D'avoir une capacité à être ses propres défenses, ses propres armes, et d'avoir un retour sur soi constant. Il faut un égoïsme dingue pour être capable d'être tellement fort que je peux aller au fond de moi-même. Oui, vous n'avez pas tort. Mais à la fin de la journée, c'est tout ce que vous avez. On est seul. C'est-à-dire, on est toujours seul. Ah oui, mais vous me dites, vous allez avoir des enfants, vous êtes mariés, bien vous voyez. Sûr. Mais là, nous avons une conversation. Certains vous diront tout l'inverse. Il faut être entouré, il faut s'ouvrir au monde, il faut sortir de soi-même. C'est pas... Et vous dites, il faut être capable d'entrer en soi-même. C'est intéressant. Il faut entrer en soi-même pour pouvoir mieux survivre avec les autres. Et bien sûr que moi, ma famille, c'est la totalité de mon existence. Mes amis, ma grande passion dans la vie, c'est l'amitié. Rien au monde ne m'impacte et ne me fait aimer la vie comme l'amitié. Mais vous êtes seul entre vos oreilles. Fondamentalement. Vous avez déjà fait une psychanalyse ? Non. Vous aimeriez ? Non. On est seul et on meurt seul. Vous diriez que vous avez un ego développé, surdéveloppé, ou est-ce que cet ego, vous réussissez à le mettre de côté ? Comment vous voulez que je réponde à votre question ? Non mais vous faites un travail sur vous-même quand vous me dites tout ça, c'est-à-dire que vous avez réfléchi à ce que vous êtes, à ce que vous pensez, à ce que vous ressentez. Je suis la dernière personne qui peut répondre à cette question. Carl Jung disait essayer d'être objectif sur soi-même, c'est comme essayer de mordre ses propres dents. Essayez. Écoutez, je pense que bien sûr que j'ai un ego. Je pense qu'on peut pas aller à la télé, on peut pas écrire des livres et des tribunes, on peut pas un jour peut-être postuler à une position politique sans avoir un ego. Et ça, c'est un des grands sujets. C'est un des grands sujets pour les Français. Est-ce que celui-là qui vient devant moi pour se faire élire, il le fait pour moi, pour la France, pour ses idées, pour lui ?
c'est à moi de les convaincre. Et méfiez-vous de toute personne qui dise que ce n'est absolument pas pour eux. Ouais. Il y a deux types de politiques. Il y a ceux qui le font en partie pour eux-mêmes et ceux qui mentent. Écoutez, moi, rien ne me met sur mes gardes plus que la personne qui dit, tu sais, je fais ça uniquement pour toi. Vraiment, fais-moi confiance. Vraiment, hein. Je n'ai rien. Ça existe, bien sûr, mais en règle générale. Oui, Gandhi, c'est ça. Mais bien sûr qu'il y a des récompenses à un engagement politique, à être chroniqueur sur LCI ou sur RMC, ou pour Valeurs Actuelles, ou à publier des livres. Ça ou maire de Menton. Ou maire de Menton. Mais ce que vous ne voulez pas être. C'est vous qui le dites. Ouais. Ce n'est pas juste. Je ne sais plus si c'est moi ou si c'est vous là. Ça veut dire que j'ai bien fait mon taf. On sort. Allez. Que c'est sublime. Quelle chance, quelle chance. Oui, là c'est particulier. Quand est-ce que vous avez pris conscience de ce qu'était vraiment Napoléon? Quel âge? 17 ans. Ouais. Je pense que je lis la biographie d'Andrew Roberts. Je dois avoir 17 ou 18 ans, peut-être un peu plus vieux. Et là, l'immensité du personnage, mais de l'époque, c'est une gifle. Et je m'en veux d'avoir attendu si longtemps avant de la découvrir. En fait, j'ai l'impression de rentrer dans une pièce de théâtre avec des personnages que je ne connaissais comme on connaît. Ah oui, je me souviens, j'ai étudié à l'école, ça veut dire qu'on ne connaît pas. Ouais. Et que c'était la pièce de théâtre la plus exceptionnelle qui n'avait jamais été écrite. Sauf que celle-là, elle avait été vécue. Est-ce qu'il y a une plus grande vie que la sienne? Non. En termes d'intensité, je veux dire, de rebondissement. Non. Enfin, on est dans une série, presque une mauvaise série. C'est ça. Ça serait trop. Ouais. Si c'était un script hollywoodien, et qu'on le donnerait, c'est trop. Calme un peu le truc. C'est trop. C'est pas assez subtil. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce garçon, avec le teint de peau olivâtre, maigrichon, colérique, qui parle très mal le français, débarque en France, suit une éducation militaire, et 1 ou 2 décennies après, est le maître du monde. Et pire, après avoir humilié les plus grandes monarchies européennes, après avoir construit un pays moderne, tout réformé, tout touché, tout changé, après avoir vaincu sur tous les fronts, la totale, tout perdre. Parce que c'est ça, c'est le parcours pyramidal. L'ascension fulgurante, l'apogée tel que personne n'a atteint, et la chute, la dégringolade, tout aussi violente. Vous avez écrit un livre au printemps, ça fait paraître un livre au printemps, sur Napoléon, l'Empire des livres. Vous avez trouvé un angle, parce qu'il y en a des... On sait combien de livres ont été écrits sur Napoléon? Oui, on compte à peu près 1,5 livre par jour, tous les jours depuis sa mort en 1821. 300 000 et quelques livres. Ouais. C'est la bibliographie la plus immense de l'histoire mondiale, plus que Jésus, plus que Jules César, plus que Mohamed, plus que tout le monde. C'est le personnage qui a le plus fasciné. En fait. Et d'ailleurs, c'est pas seulement les sources secondaires ou tertiaires et les livres, c'est les sources premières. Le serveur qui lui a servi un verre de vin pendant un dîner a fait des mémoires en 3 tomes. Bon, qu'est-ce qu'il lit alors? Tout. Tout. J'aimerais bien tout lire. Le lecteur le plus obsessionnel et le plus encyclopédique de l'histoire de France, enfin, en tout cas en termes de chef d'État ou de monarque. Et pourquoi il lit? Parce il y a 2 choses. Ou parce qu'il y voit un intérêt? C'est les deux. Je dis dans le livre qu'il approche les livres à la fois comme des amis et comme des collègues. Ouais. Il lit des choses qui n'ont aucune utilité politique ou militaire. Il lit des choses pour s'échapper. Quand il est sur un champ de bataille et qu'il lit un roman à l'eau de rose sur une histoire d'amour de la cousine de Marie-Antoinette, il veut s'échapper de l'horreur. Mais quand il fait traduire le code pénal chinois 6 mois avant la publication d'une autre de code, il y a une vraie utilité pratique. Quand il lit la totalité des tracts de topographie et de géographie et d'agriculture et les statistiques de population et le cours des rivières d'Espagne, quelques mois avant la campagne d'Espagne, je pense qu'on peut deviner l'utilité. Vous voyez ce que je veux dire?
Est-ce qu'il a un complexe, cet homme? Très complexé. Bon, il a des tas de complexes, Très complexé. sur la lecture et sur le savoir. Oui, entièrement. Et il compense. Et il veut. Bien évidemment. Ouais. Il est une énième preuve que le complexe peut être un grand motivateur. Ouais. Il sort de l'école militaire de Brienne et l'école militaire de Paris. Il n'a pas vraiment fait d'études de lecture, en tout cas purement stratégique. Et il fait pas mal de lectures qui sont assez généralistes. Et quand il arrive à Valence, son premier poste de garnison, il fait des dîners pour la première fois avec des vrais intellectuels, la Bérénale notamment. Et là, il se rend compte de l'immensité de son ignorance et le manque de culture qui est le sien. Et là, il tombe sur un petit libraire, M. Aurel, et il va piller la bibliothèque de ce monsieur pour essayer de remplir ses lacunes. C'est un de ses plus grands complexes. Votre cousine ou votre collègue ou votre pote ou votre frère, il a le temps de lire aussi. Hein. Je vous assure. Si Bonaparte, qui menait ses armées en personne, qui obsédait, d'accord, sur le moindre détail logistique ou administratif de son empire et de ses armées, lui qui a créé la France moderne, qui a refait le code, qui a fait le code, qui a réformé l'art militaire tel que nous l'étudions encore dans toutes les académies militaires au monde, si lui avait le temps de lire, Sandra, dans les ressources humaines, elle a le temps de lire aussi, je vous assure. C'est quoi contre Sandra? Rien, mais j'ai quelque chose contre les ressources humaines. Je vois bien que vous un culte presque. Non, non. Si, parce que, mais non. Est-ce que c'est pas problématique? C'est une vraie question d'aduler, comme vous le faites. C'est pas une adulation. C'est pas une adulation. D'un type qui est, dans les faits, ça vous ne me contredirez pas, un autocrate au minimum et un tyran pour certains. Bah oui, bien sûr. Un tyran. S'il est tyran, tous les monarques d'Europe le sont aussi, donc. Oui, pourquoi pas? Ah, ouais, que c'est facile à dire. Oui, avec notre œil démocrate, nous oublions sauf une chose, c'est que la démocratie est le produit de ces 2000 ans d'autocratie. Est-ce que, dans la France de 2025, Napoléon peut être un modèle? Il l'est. Et mort au con. Discréditer la vie immédiatement de la personne qui vous dit qu'il ne l'est pas. Essayez de convaincre, mais si vous voyez que vous avez face à vous un mur, vous avez parfaite justification de sortir de la pièce. C'est si évident. On est presque dans le monde de l'indébattable. Si lui ne peut pas être un modèle, alors qui? Ça n'est pas du tout dire qu'il n'y avait pas des erreurs ou des crimes. Le rétablissement de l'esclavage était une faute morale monumentale, qu'il faut comprendre, contextualiser. Personne n'étudie cette question plus que les historiens napoléoniens. Personne. Donc on l'accepte parce qu'il venait de cette époque. Mais bien évidemment. Ouais. Mais comment faire autrement? On va juger les personnalités qui sont nées au milieu du XVIIIe siècle avec la moralité qui est la nôtre? Mais notre époque crée des modèles. Ou se cherche des modèles. Bah, déjà, donc c'est compliqué. Mais déjà, ça peut être compliqué. Mais moi je suis assez d'accord avec vous. Je pense que c'est l'un des plus grands Français. Pourquoi assez? Vous êtes d'accord? Bien sûr. Non, mais déjà. Mais je comprends ceux qui se disent bah non, je pense que je peux être mieux représenté en tant que Français que par le mythe napoléonien. Je suis pas sûr d'avoir envie d'aller dîner avec les personnes qui disent ça. Il y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que vous assumez que, nous, à notre époque, avons atteint une espèce de perfection morale et que dans 2 siècles, nos descendants ne vont pas nous regarder avec la même aigreur. Si, bien sûr, on mange de la viande. Je suis sûr qu'on dirait que c'est mal. Et ou 1000 autres choses qui ne nous... Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec qu'on ne remarque même pas aujourd'hui, premièrement. Et deuxièmement, si on fait ça, c'est-à-dire que si on juge avec nos codes la totalité des époques et des personnages de nos histoires, qui survit le test en fait? Enfin, on garde qui en fait? Il faudrait... Les 25 dernières années. Ouais. Bah c'est ça. Ouais. Oh que notre histoire serait pauvre. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous fais fuir. Non, je vous écoute, mais le temps passe. Vous avez entendu le drapeau qui claque là? Ah, c'est Auguste Bruy. On parle de vos idées politiques. Vous êtes de droite, on l'a bien compris.
on aurait parié dessus, mais vous auriez peut-être de gauche. Votre père, il vous a pas imposé de... Non. Ah non. Jamais. Ouais. Jamais. Ah ouais, d'accord. J'ai jamais eu le... Non. Ouais. Non. Vous êtes un libéral conservateur, et c'est surtout le côté libéral qui m'intéresse. Vous êtes presque... C'est un parti, un courant qui n'existe pas en France, un libertarien ou pas? Ça dépend de votre définition du terme. Ah oui, bah alors c'est ça, c'est là que vous allez m'aider. Écoutez, moi, je suis convaincu que l'individu doit être l'unité la plus souveraine de tout modèle sociétal. Que c'est le souverain ultime. Il y a cette phrase de Emerson que j'adore. Je ne fais aucune confiance aux foules. Je ne veux rien leur céder, rien leur donner. Je veux simplement les casser, les briser, les diviser et en faire des individus. Et la foule, Bonaparte... Et là, l'égoïsme dont on parlait juste avant d'arriver aux Invalides. Pourquoi égoïsme? L'individualisme, c'est l'humanisme. L'individualisme... Vous savez, l'individu, c'est la plus petite minorité possible, par définition. Ouais. Donc on protège cette minorité-là, on n'a plus besoin de protéger les autres, c'est déjà fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas con ça aussi. Bah écoutez, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pour ça que c'est pas con. Je ne fais que vous citer des gens plus intelligents et plus intéressants que moi. L'individu, je vois, il y a une partie économique dans tout ça. Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'État, plus rien, plus nulle part? Non, ça veut dire un État cantonné à ce qu'il fait de mieux, avec un rôle délimité. La protection de la nation, le maintien et l'exercice de la justice, et bien sûr le maintien des contrats, et de la sécurité intérieure, et d'autres rôles on peut argumenter. D'accord, alors attendez, je vais vous donner quelques exemples clairs. La Sécu, la sécurité sociale. Oui, non, pour le libéral que vous êtes? Bah, écoute, tout dépend du contexte national. Ce qui marche pour une nation ne marcherait pas pour une autre. C'est pas la République de Platon où on peut dessiner une société. Dans le contexte américain, c'est pas du tout la même conversation qu'en France. Bon, alors en France, vous êtes français. Et vous voulez peut-être faire de la politique un jour? Non, revenir sur la Sécu n'a aucun sens en France. L'éducation nationale, on supprime? On fait quoi? Bah écoutez, vous êtes un produit de l'éducation nationale peut-être plus que moi. Est-ce que vous avez été satisfait de votre éducation? Est-ce que vous trouvez qu'elle était à la hauteur? Bon, je m'en sors pas trop mal. Ouais, mais est-ce que vous attribuez ça à l'éducation nationale? Sans doute. Et oui, j'ai eu que ça. Bah écoutez, vous êtes un des... Je suis allé dans le public jusqu'à la fin de mon cursus. Ouais. Bah écoutez, moi j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de personnes qui ont fait le même cursus que vous et qui ne sont pas du tout satisfaits, qui trouvent qu'il y a une catastrophe, au contraire. D'accord, mais alors on fait quoi? Écoutez, est-ce qu'il faut supprimer l'école publique? Non, je pense que de manière pragmatique, ça n'a aucun sens. Elle doit former des citoyens, pourvoyer une éducation civique et être sûr qu'il y ait quand même quelques obligations qui soient remplies sur la compétitivité de nos jeunes étudiants et de nos jeunes à l'international. Elle ne peut pas permettre, par exemple, qu'on soit des buses complètes en maths. À part ça, je trouve qu'il faudrait retirer un petit peu de ces juridictions et les rétablir aux parents. Vous étiez dans une école militaire aux États-Unis. Il n'y avait que des garçons. Oui. Vous trouvez aujourd'hui que c'était positif de séparer et d'avoir des écoles non mixtes? D'être éduqué dans une école non mixte? Non. Oui et non. Principalement non. La femme civilise l'homme. Et la femme civilise particulièrement le jeune garçon. Et quand il n'y a pas cette présence féminine qui veut ou qui influence notre comportement, on veut bien se tenir, on veut les impressionner, on veut paraître intelligent et doux, on se brosse les dents le matin un peu plus longtemps. Vous comprenez ce que je veux dire? On se comporte un peu mieux. Quand c'est que des mecs, et quand c'est que des mecs jeunes, et quand c'est que des mecs jeunes dans des milieux assez violents, et dans un milieu martial, C'était violent? Ouais. À quel point? C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Du harcèlement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de harcèlement. Oui, bah il y avait son gros lot de ce qu'on appelle aujourd'hui le bizutage, ce qu'on appelait nous la tradition, comme dans toutes ces institutions un peu insulaires, qui ont un siècle derrière elles, qui sont très fières d'elles-mêmes,
une vraie volonté de faire payer les nouveaux. Et moi, je dois vous dire, je ne donne des leçons à personne, je n'excuse en rien le harcèlement, c'est pas du tout le sujet. Je parle uniquement de mon expérience personnelle. D'accord ? C'est tout. Il n'y a pas une seule chose que j'enlèverai. Je ne peux pas vous dire le sentiment de fierté qui était le mien, d'avoir survécu ces quelques difficultés, et de me faire sentir partie de l'équipe. Vous comprenez ? Et je me souviens... Parce que vous aviez peut-être une psychologie et une personnalité capable de l'accepter ? Sûrement. C'est pour ça que j'ai préfacé mon propos en disant « je parle purement individuellement ». Mais ce que je peux vous dire, c'est que une des vraies inquiétudes quand j'y étais, c'était que ils y aillent un peu trop doux avec nous, qu'on n'ait pas les vrais rites, qu'on n'ait pas les vraies obligations de passage, donc ça veut qu'on ne dire soit que pas des cadets à part entière. Aussi fait passer cet examen au plus jeune derrière. Alors c'était infiniment plus doux, parce que ma période là-bas était en parfait parallèle justement avec la libéralisation de ces pratiques. Il y avait une grande affaire ma première année qui a calmé un peu tout le monde, et sans doute tant mieux d'ailleurs pour la majorité des élèves. Mais on avait bien sûr des façons de faire mériter l'appartenance à cette école. Le port d'armes. Ouais. Vous pratiquez d'ailleurs, non ? Le tir ? Vous avez pratiqué ? Oui, bien sûr. Et ça vous plaît ? Vous aimez ça ? Ah bah bien sûr, moi j'ai été élevé par la police nationale, tous des anciens militaires, j'ai suivi une éducation militaire. J'ai toujours aimé les armes à feu comme objet, bien sûr, comme c'est de sport olympique. Je suis pas le seul. Le tir est quand même. Il y a des millions de chasseurs en France. Enfin, c'est pas quelque chose qui est si exotique que ça. Est-ce qu'il faudrait légaliser le port d'armes en France ? En France, ça n'aurait aucun sens. Et alors c'est ça qui est intéressant. Vous êtes un libéral aux États-Unis. Oui, allez, on y va à fond. Mais dès qu'on arrive en France, vous me dites non à tout. Je vous dis pas non à tout, mais je vous dirais ceci. Et non pas, je ne défends pas le fait qu'il faut libéraliser le port d'armes. Vous dites non à toutes les propositions que je vous fais de libéralisme intellectuel et économique. Les nations ont leur histoire. On ne peut pas prendre le modèle d'une et l'appliquer à une autre. Je pense que les guerres en Afghanistan, en Irak de ce siècle ont montré qu'on ne pouvait pas prendre un modèle sociétal et le foutre sur une nation qui n'a en rien les racines de ce modèle et penser que ça va prendre. Écoutez, c'est pas si compliqué de détenir une arme aujourd'hui en France. Une arme de catégorie C, vous êtes licencié à la Fédération Française de Tir, vous pouvez avoir une arme à levier ou ce que vous voulez. Vous passez 3 tirs dans un stand de tir, c'est complètement dans votre mesure de le faire, et vous pouvez avoir des armes de catégorie B. Mais vous trouvez ça plutôt bien ? Bien sûr. Que les gens puissent être armés chez eux ? Oui, je trouve ça totalement acceptable. Vous avez déjà tiré ? Non, jamais. Vous parlez comme quelqu'un qui a jamais tiré. Absolument. Peut-être, sans doute. Moi, j'ai fait tirer... Sans exagérer, peut-être une centaine de personnes dans ma vie qui n'avaient jamais tiré de leur vie. Oui. Je n'ai jamais eu un retour autre que « Oh, c'était génial ». Mais peut-être. Mais il y a génial de tirer sur une cible et il y a génial d'avoir une arme chez soi. Pourquoi faire si vous trouvez que c'est bien ? Pour se défendre. Si j'ai ma femme et mon fils qui dorment dans la pièce en haut et qu'il y a 4 mecs qui rentrent le soir, c'est un outil qu'on aimerait bien avoir. Et toute considération juridique à part, quand la vie de votre femme ou de votre enfant est remise en jeu, je peux vous assurer que les considérations juridiques, elles passent par la fenêtre. Premier point. Deuxième point, réduire l'arme à ça, c'est un peu réducteur. Pourquoi ? Parce que l'arme est un loisir quand on fait du tir sportif ou quand on est chasseur. Et c'est des bels objets. Oui, mais vous voyez que c'est pas l'objet de... C'est pas ça qui crispe les anti-port d'armes et les pro-port d'armes aux États-Unis. C'est pas la question de s'amuser avec une arme sur un champ de tir. C'est la question de pouvoir se défendre avec. Déjà, c'est pas entièrement. Pas entièrement. La chasse est une immense partie du débat. Le tir loisir est une immense partie du débat. Et la protection d'autrui, vous avez raison, est le troisième tiers. Certes. Il y a des pays au monde où la détention d'armes à feu est parfaitement libérale et le taux de criminalité est extrêmement bas. Et vice-versa. Et d'ailleurs, les zones aux États-Unis où la régulation d'armes à feu est la plus haute, c'est souvent les grandes villes démocrates et c'est souvent là où la criminalité est la plus poussée. Je peux vous emmener dans le sud de Chicago, dans les mauvais quartiers de Détroit, et c'est complètement illégal pour vous et moi d'avoir une arme à feu. Par contre, niveau criminalité, vous faites attention avec votre portefeuille. On y va ? Je vous suis. On prend nos sacs, non ? Oui, on prend nos sacs. Alors moi j'ai mis ici, et hop. Ou peut-être qu'on va le prendre par derrière. Il est lourd, et vous avez quoi dans votre truc ? Une arme à feu.
vous allez quand même me donner un cours de débutant. Oui, mais l'idée c'est quand même d'avoir 2-3 images sympathiques, non, j'imagine. Vous n'avez jamais pratiqué, vraiment? Jamais de sport de combat. Ça, c'est un crime. Ah, il faut? Ah, tout le monde devrait. Ça, la valeur des arts martiaux, c'est que quand on est constamment face à quelqu'un qui vous veut du mal, ou veut vous étrangler, vous voyez, ça quand même, ça... Je vois vos tatouages. Oui. Vous en avez beaucoup. Vous trouvez? Vous en avez quelques-uns. J'en ai quelques-uns. Vous avez cédé à la mode. Est-ce que c'est vraiment une mode d'avoir des pièces de... C'est quoi? Ah oui, tous de l'art romantique? Ouais. Enfin, pas tous, si vous voulez. C'est pas du tout exhibitionniste. Non, à peine. Non, tous mes tatouages sont historiques, mais il y a pas mal de l'art romantique, ouais. Vous avez un protège-dents, non? Non, j'ai rien. J'aurais peut-être. On n'est pas au point où vous allez me casser les dents quand même. On va le renvoyer à sa rédaction. Vous savez ce qu'on va vous dire. Ouais, que je violente les journalistes. Ah, bah écoute, je ne serai pas le premier Sarkozy à le faire. Bon alors, l'échauffement. On va faire un petit étirement. Voilà. On va tester votre mobilité. Descendez en squat. On va voir vos hanches le plus possible et essayez d'étirer vos genoux avec vos bras et sentez vraiment vos hanches s'ouvrir le plus possible. Vous voyez ce que je veux dire? Gardez le dos bien droit. Ça tire au niveau des adducteurs. C'est le but. Il faut être ultra complet. Le haut du corps, le bas, le cardio. Écoutez, oui, mais c'est pour ça que ces sports sont si incroyables. Parce que quand vous êtes en grappling avec quelqu'un... En grappling, c'est quand je vous attrape. Ouais. Dès qu'il y a une prise de contact entre les deux. Et quelqu'un qui ne veut pas l'être avec vous, c'est une discipline qui est toute inclusive. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui veut s'éloigner de vous, qui veut partir, ça prend chaque ligament, chaque tendon, chaque muscle, chaque organe de votre corps pour le garder là. Et pour l'amener au sol. Et pour l'étrangler ou lui faire une clé de bras. Mais comment on fait pour ne pas se blesser? Sortir de cette salle en vous demandez à tous ceux-là, ils ont tous déjà été blessés. Ouais. Mais ils viennent quand même. Une question dans tout ce que vous nous dites. On se parle depuis presque 2 heures. Vous avez une attirance pour la violence. Eh si, c'est vrai. Parce que vous me dites par exemple, vos enfants, vous avez le papa. Vous allez lui dire quoi s'il revient à l'école et qu'il vous dit bah, là je vais me faire emmerder par les plus grands? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que mes enfants seront entraînés aux arts martiaux. Ils seront entraînés aux arts martiaux. Parce que c'est une discipline de vie et c'est une capacité qui est obligatoire à avoir. Le psychologue américain Jordan Peterson, très controversé sur plein de trucs, il dit une chose d'une immense vérité. Il faut être capable d'une grande violence. Tout le monde devrait être capable d'une grande violence. Parce que quand on n'est pas capable de violence, il n'y a aucune moralité à se restreindre. Vous n'êtes pas capable de violence, ça ne demande aucun effort de ne pas le faire du mal. Mais celui qui est capable de faire une grande violence, physiquement, intellectuellement, mais qui ne le fait pas, la retenue, la discipline, la modération, ça c'est la moralité. Il faut être capable de faire grande violence. Bon alors, on se met où? On se met là? Ça a l'air extrêmement physique là, ce qu'ils nous font. Bravo. Quand vous êtes au sol là, tous les deux, il y a des techniques j'imagine, mais est-ce qu'il y a aussi une forme d'instinct nous sans voir, moi sans m'y connaître, j'ai l'impression que c'est presque instinctif. Vous êtes en train de vous battre pour essayer de vous sauver comme vous le feriez dans... Il y a une partie de réflexion, une partie de techniques qui sont intégrées. Pour voir comment je dirais, automatiser comme un boxeur
qui quand il prend un coup, il bloque et il déclenche gauche droite derrière. Et le but quand même, c'est d'essayer de maîtriser une technique pendant des années, c'est qu'elle devient instinctive. Ouais. L'instinct, c'est le stade final de l'apprentissage. C'est d'apprendre et de répéter jusqu'au moment où ça devient instinctif. Allez, merci beaucoup. On serre la main, mais quand même. Vous tournez pas si fil. Si, bah si, il faut. Et au moment où tu changes de quartier, tu tournes la caméra et tu t'en vas. Oui, bien. Ah, sans aller au sol. Attention. C'était génial, un peu différent j'espère. Merci Romain.